Bienvenue sur JK raconte une histoire où des drames de la vie réelle se déroulent. Installez-vous confortablement et savourez le récit d'aujourd'hui. Je suis resté éveillé jusqu'à 22 h, à faire défiler TikTok sur mon ordinateur portable, avec une file d'attente de clips prêts à être diffusés sur le côté droit de mon écran. Je regardais un clip de l'un de mes commentateurs sportifs préférés, Connor Mitchell. La vidéo le montrait en train d'analyser une passe de touchdown à la dernière seconde. Ses cheveux blonds parfaitement coiffés, il avait tout l'air du commentateur professionnel qu'il était devenu. Je connaissais Connor depuis l'université. C'était le quart arrière vedette de notre université. Nous nous voyions occasionnellement sur le campus à l'époque. Après l'obtention de son diplôme, Connor a déménagé à Dallas et est devenu commentateur sportif pour Fox Sports, couvrant des matchs de football universitaire et professionnel. Je regardais son contenu en partie par nostalgie de nos années d'université. La vidéo suivante dans mon fil d'actualité n'avait rien à voir avec le football. C'était un clip de potin montrant Connor dansant avec une belle femme blonde dans un club chic de Miami. La danse était clairement intime et la femme blonde était ma femme, Sarah. Le clip avait été filmé ce soir-là même et venait d'être mis en ligne. Le titre disait « La dernière conquête de Connor Mitchell ». J'ai regardé la vidéo de 30 secondes en entier. À la fin, Connor et Sarah ont partagé ce qui ne pouvait être décrit que comme un baiser passionné. J'ai immédiatement téléchargé le clip et appelé le portable de Sarah. Pas de réponse. En vérifiant l'horodatage, j'ai réalisé que la vidéo avait été filmée environ 1 heure plus tôt. Sarah était censée être à une conférence professionnelle à Miami, un événement de 4 jours de l'industrie de la publicité avec plusieurs collègues de son entreprise. L'un de ses collègues était mon bon ami Jake Rodriguez, que j'appelais Jake. Bonjour Jake. C'est David Thompson. Il y a eu une pause. David, comment vas-tu? Pas très bien. Jake, sais-tu où est Sarah en ce moment? Mon Dieu, c'est dur. Alors, tu l'as vue, toi aussi. Jake, j'ai besoin d'informations. Elle est partout sur TikTok. Demain matin, mes filles verront ça et tout le monde aussi. J'ai besoin de savoir ce qui s'est passé. Ils sont ici depuis 3 jours et sont censés prendre l'avion pour rentrer demain après-midi. Ils se sont rencontrés mardi à notre arrivée. Pendant la journée, elle assiste aux réunions, mais elle n'a pas mangé avec nous. Sa colocataire dit qu'elle n'a pas passé une seule nuit dans sa propre chambre. Nous faisons tous des suppositions. Eh bien, tu sais quoi? Nous faisons des suppositions. Je suis désolé, David. La verras-tu demain matin? Elle doit prendre un vol. Je pense que je la verrai à la réunion du matin, pas au petit déjeuner, par contre. Dis-lui de ne pas prendre la peine de rentrer. J'habite ici à Dallas, moi aussi. Et je ne veux pas gérer ça en face à face. Si elle demande, je lui dirai. D'accord. Sarah et moi nous sommes rencontrés à l'université quand nous avions tous les deux 19 ans. Nous étions en 3e année, suivant des cours de mathématiques avancées. Le premier jour, je suis entré en classe et j'ai vu la plus belle femme que j'ai jamais vue. Elle était assise seule, dessinant dans son carnet. Il n'y avait que 5 autres étudiants, tous des garçons, mais elle était assise seule. Je me suis assis à côté d'elle. Elle leva les yeux vers moi. Eh bien, je vois que quelqu'un a été assez malin pour prendre cette place. J'ai jeté un coup d'œil aux autres gars. Ils étaient clairement timides et probablement intimidés. Je n'étais pas non plus le gars le plus confiant, même si j'avais un physique convenable. Je mesure 1m75, pèse environ 75 kg, avec des yeux bruns et des cheveux bruns. Tu n'as pas l'air inabordable, ai-je répondu. Bien que je devrais m'asseoir plus près pour vraiment le dire, sourit-elle. Je suis Sarah. Je suis David Thompson. Quand nous nous marierons, tu n'auras même pas besoin de changer ton monogramme sur quoi que ce soit. Elle a ri quand le professeur est entré dans la pièce. Après le cours, Sarah et moi avons marché ensemble jusqu'au centre étudiant. C'était une blonde aux yeux verts, mesurant environ 1m68, avec une silhouette athlétique et un sourire authentique qui m'a instantanément captivé. Je parie que tu as été surprise quand aucun des gars de la classe ne s'est assis à côté de toi. J'ai dit, merci. J'ai été surprise. D'habitude, je dois repousser les gars. Tu as profité de mon insécurité momentanée. J'ai un autre cours dans 20 minutes, mais j'aimerais t'inviter à dîner ce soir. Puisque nous étudions ensemble, nous devrions mieux nous connaître. Désolé, pas de dîner.
J'ai un petit ami et il n'apprécierait pas. Eh bien, j'espère que nous nous reverrons. Moi aussi. Tu me plais. Au moins, nous nous verrons en classe. Nous nous voyons 2 fois par semaine en classe. Le sujet était difficile et j'avais du mal avec. Un jour, je lui ai demandé de l'aide pour un problème et elle a tout expliqué clairement. Peut-être pourrais-tu me donner des cours, ai-je demandé après le cours. Ce que je veux dire, c'est, pourrais-tu m'aider à mieux comprendre la matière? C'est une blague? Je t'ai dit que j'avais un petit ami. Je respecte ça. J'ai juste besoin d'aide. Nous pourrions nous retrouver dans un restaurant et revoir les sujets. Strictement académiques. D'accord. Le restaurant à 16 heures. Pendant nos sessions d'études au restaurant, j'ai beaucoup mieux connu Sarah. Nous avons parlé de beaucoup de choses au-delà des mathématiques. Un jour, un grand gars s'est approché de notre table où nos manuels étaient étalés. Sarah a levé les yeux et a souri. David, voici mon petit ami, Marcus. Marcus, voici David de ma classe de maths. Je me suis levé et nous nous sommes serrés la main. Marcus était un homme noir à la carrure solide, mesurant peut-être 1m73 et pesant environ 100 kg. Il s'est assis à côté de Sarah et nous avons fermé nos livres de maths. Marcus a voulu savoir pourquoi je suivais ce cours. J'ai besoin de mathématiques de niveau supérieur pour ma majeure en chimie. Cela m'aidera aussi avec la programmation. Nous avons commencé à discuter des raisons pour lesquelles certaines spécialisations exigeaient des cours apparemment sans rapport. Marcus était intelligent et facile à aborder. Quelle est ta spécialisation, lui ai-je demandé. Éducation physique. Je joue au hockey mais je veux enseigner au lycée, à moins que je ne puisse gagner ma vie professionnellement grâce au hockey. Bon plan. Mieux que le mien. Les chimistes et les programmeurs sont embauchés. Mais je ne suis pas sûr de ce que je veux faire exactement. Et toi, Sarah? Les affaires. J'étudie l'administration des affaires. J'aime l'idée de gagner de l'argent. Au fur et à mesure que le semestre avançait, je voyais plus souvent Sarah. J'avais un appartement hors campus et un jour, je l'ai invitée, elle et Marcus, à dîner. J'ai aussi invité ma voisine Stéphanie, une jeune diplômée du lycée qui était tout simplement magnifique. Elle et moi avions une relation occasionnelle. Le dîner s'est bien passé. J'ai préparé un ragoût de poisson et une salade d'épinards, et nous avons eu des cookies et de la crème glacée. Les femmes ont bu du vin pendant que Marcus et moi buvions de la bière. Sarah et Marcus sont partis vers minuit après que nous ayons joué au bridge. Étonnamment, nous avons tous les 4 apprécié le jeu, même si aucun de nous n'avait joué en tant que partenaire auparavant. Sarah utilisait des systèmes d'enchères inhabituels, et je les ai progressivement adoptés. Ce soir-là fut quelque peu fatidique car Sarah m'a demandé de jouer un tournoi de bridge par paire au Dallas Community Center. Pendant ce temps, Stéphanie avait obtenu le numéro de téléphone de Marcus, probablement pendant le dîner. Environ 2 jours plus tard, je les ai vus ensemble traverser le campus en direction de notre bâtiment. Je les ai suivis à distance. Ils sont entrés et je les ai suivis. L'ascenseur s'est arrêté au 4e étage où vivait Stéphanie. Que devais-je faire? Le tournoi de bridge était le vendredi, 2 jours plus tard. Je suis allé dans ma chambre et me suis détendu près de la fenêtre, lisant et observant. Environ 2 heures plus tard, Marcus est sorti par la porte d'entrée. J'ai rapidement marché jusqu'à la porte de Stéphanie et elle a frappé. Elle a crié quelque chose et n'a pas ouvert immédiatement. Quand elle l'a fait, elle avait le visage rougi et portait des tonnes et une robe moulante. Salut, Steph. Pas besoin de compagnie pour le moment. Oh, bon sang, David. Tu as tout vu, n'est-ce pas? Tu es venu ici parce que tu as vu. Oui. Eh bien, tu t'es amusé. C'est peut-être mal de la part de Marcus, mais je ne me sens pas coupable. Je me sens super bien. Désolé. Ne t'inquiète pas. Je réfléchis à ce que je vais faire dans cette situation. J'espère juste que tu ne vas pas gâcher la relation entre Sarah et Marcus. C'est juste un plaisir pour moi, tout comme pour toi. Enfin, pas même autant que toi. Si tu étais dans la situation de Sarah, voudrais-tu savoir? Oui. Moi aussi. Le tournoi de bridge était agréable. Sarah et moi avons terminé 3e sur 20 paires. Pas mal. Alors que nous marchions vers ma voiture, elle a demandé « Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de Marcus et Stéphanie ?» Comment savais-tu?
Stéphanie a dit à Marcus que tu savais tout. Puis il m'en a parlé. Désolé. Ma curiosité a pris le dessus. Que s'est-il passé pendant votre conversation? Nous avons décidé de calmer les choses pendant quelques semaines. Voir comment nous nous sentons. D'accord, David, je veux que tu me ramènes chez toi si tu veux. Je veux bien. J'ai conduit peut-être pas aussi prudemment que d'habitude. Nous sommes rapidement entrés dans mon appartement. Quand la porte est fermée, Sarah m'a embrassé. Un baiser lent et chaleureux. Elle s'est pressée contre moi et j'ai senti ma réaction. Elle a pris ma main et m'a conduit à la chambre. Ce qui a suivi était remarquable. Nous étions totalement compatibles et nous avons tous les deux trouvé satisfaction en la compagnie de l'autre. Ensuite, nous avons passé du temps à parler et à nous connecter à un niveau plus profond. Le matin, je me suis brossé les dents pendant que Sarah utilisait ma brosse à dents de rechange. Au petit déjeuner, Sarah a demandé « Suis-je aussi bonne que Stéphanie ?» Stéphanie est géniale, mais tu es fantastique. À partir de ce jour, nous étions ensemble. Nous avons pratiquement emménagé ensemble. Marcus était contrarié au début, mais il ne pouvait pas faire grand-chose. Il n'a pas mis longtemps à trouver quelqu'un d'autre, et il a continué à voir Stéphanie souvent. Pendant notre dernière année d'université, Connor est apparu à quelques événements sociaux sur le campus. Parfois, je le voyais avec Stéphanie. Ils ne sortaient pas sérieusement ensemble, mais ils étaient souvent vus ensemble lors de rassemblements sociaux. Nous avons échangé des salutations polies jusqu'à ce qu'un jour Stéphanie nous invite à une fête où Connor était également présent. Nous avons passé une agréable soirée. J'ai trouvé Connor poli et intelligent, bien que peut-être un peu trop attentif envers Sarah. Peut-être que Stéphanie a ressenti la même chose puisque nous n'avons pas été invités à des rassemblements similaires par la suite. Sarah et moi nous sommes mariés à 23 ans, juste après l'université. J'ai obtenu un emploi de programmeur chez un entrepreneur gouvernemental au Dallas Federal Building. Sarah a trouvé un poste dans une agence de relations publiques, principalement chargée de la publicité pour les entreprises qui devaient influencer les fonctionnaires du gouvernement. J'ai hérité d'une maison de mon grand-père à Garland, non loin du travail. Le bail des locataires avait expiré, nous avons donc emménagé. La maison avait 3 chambres, une grande cuisine, un espace de vie aménagé dans le garage et un sous-sol fini qui nécessitait des travaux. J'ai achevé les rénovations avec l'aide d'un ami du lycée qui avait une entreprise de construction. Sarah est tombée enceinte, et à 25 ans, nous avons eu des jumelles, Emma et Grace. Elles ne sont pas identiques, mais elles sont toutes les deux merveilleuses. Sarah a pris un an de congé et j'ai travaillé davantage pour donner aux jumelles l'attention dont elles avaient besoin. À la fin de cette année-là, je suis passé au statut d'entrepreneur, ce qui signifiait que je pouvais travailler à domicile. Sarah est revenue à temps partiel quand les filles ont eu 4 ans, puis à temps plein. À ce moment-là, j'avais établi une routine quotidienne avec elle, et mon travail sous contrat se déroulait très bien. Je gagnais plus d'argent, mais sans avantages sociaux. Le travail de Sarah est devenu de plus en plus exigeant, en grande partie parce qu'elle le permettait. Elle était motivée et ambitieuse. Mon travail dépendait davantage de la créativité. Certains contrats étaient pour le gouvernement, mais j'ai aussi développé 2 nouveaux systèmes logiciels que je pensais pouvoir être rentables. Nous gagnions bien notre vie. À 13 ans, les filles sont entrées au collège. J'avais 38 ans et j'étais en bonne forme. Je courais régulièrement et jouais au tennis. Avant de voir Sarah en vidéo avec Connor, j'aurais dit que notre relation était très épanouissante. J'ai cherché où Connor vivait, à environ 5 miles au nord-est de chez nous à Plano. Je me suis demandé si ce que j'avais vu à Miami était nouveau ou si cela durait depuis longtemps. Le lendemain du jour où j'ai montré la vidéo TikTok aux filles, j'ai senti que je devais les protéger d'être prises au dépourvu à l'école. C'était un vendredi début novembre et elles devaient assister aux cours et aux activités de groupe. À 10h10, Sarah a appelé. J'ai vu son nom et j'ai laissé l'appel basculer sur la messagerie vocale. David, réponds au téléphone. David, s'il te plaît. Je t'aime. J'ai fait une erreur. Je serai de retour cet après-midi. Je l'ai entendue sangloter avant qu'elle ne raccroche. L'une des améliorations que j'avais apportées à la maison était un système d'entrée électronique. J'ai changé le code. Le garage aménagé était meublé, j'y ai donc déplacé les vêtements et les affaires de Sarah. Ma mère a appelé, et la mère de Sarah aussi. Tout le monde voulait savoir ce que j'allais faire. Je ne savais pas et je le leur ai dit.
Nous avions mis en place l'accès aux comptes familiaux il y a des années pour les calendriers partagés et les situations d'urgence, ce qui me donnait accès à son email. J'ai accédé au compte Gmail de Sarah et j'ai parcouru les emails d'un mois. J'ai vérifié la corbeille. Aucun contact avec Connor avant cette semaine. Il y avait quelques emails professionnels concernant la conférence, mais rien de suspect de la part de quiconque, sauf un collègue qui allait également à Miami. L'avion de Sarah devait atterrir à DFW à midi. Je n'ai répondu à aucun de ses appels. J'ai demandé à un ami d'aller à l'aéroport et d'observer la situation. Il a vu Sarah sortir avec son groupe de travail. Elle regardait autour d'elle nerveusement. Il filmait avec son téléphone et l'a vu récupérer ses bagages. 5 minutes après le départ des autres, Connor est apparu. Il a également regardé autour de lui et s'est dirigé vers la zone de récupération des bagages. Mon ami l'a suivi. Sarah attendait avec sa valise, regardant autour d'elle. Elle a vu Connor, s'est retournée et est partie. Connor a récupéré sa valise et est sorti. Sarah attendait un taxi. Connor l'a approché et lui a parlé. Elle a secoué la tête. Un taxi est arrivé et le régulateur les a fait monter tous les deux. Mon ami m'a envoyé la vidéo. 20 minutes plus tard, le taxi est arrivé chez nous avec seulement Sarah à l'intérieur. Elle s'est précipitée vers la porte et a découvert que son code ne fonctionnait pas. Elle a frappé et sonné à la porte. J'ai ouvert la porte. Elle a fondu en larmes. Je suis tellement désolé, David. Je n'aurais jamais pu imaginer un tel désordre. Tu ne vis plus ici, Sarah. Tes affaires sont dans le garage jusqu'à ce que tu trouves un endroit. Peut-être devrais-tu aller chez Stéphanie. David, il n'y a rien eu entre nous. Je t'aime. Tu m'as publiquement humilié et tu as fait de moi la risée de tous. Les filles à l'école. Dieu sait ce qu'elles traversent. Tu es cruel. Hors de ma vue. Son visage s'est décomposé, elle chancelait. Elle s'est éloignée et s'est assise sur une chaise sur notre pelouse, en pleurant. Notre voisine, Madame Anderson, est sortie et a discuté avec elle. Sarah est allée chez elle. J'ai appelé la mère de Sarah et lui ai dit que Sarah était dans le quartier et aurait besoin de soutien. Patricia, sa mère, n'était pas très réactive, mais a dit qu'elle serait là dans l'heure. Je me suis assis. Dans la cuisine, buvant du café, j'essayais d'imaginer ce qui pourrait se passer ensuite. Rien ne semblait fonctionner. La veille au soir, j'avais appelé un avocat que je connaissais et on m'avait orienté vers l'avocate spécialisée en droit de la famille, Catherine Williams. J'ai appelé le cabinet de Madame Williams et j'ai pris rendez-vous pour lundi. Elle m'a rappelé environ 30 minutes plus tard. Monsieur Thompson, c'est Catherine Williams. Vous avez pris rendez-vous pour lundi. Je vous appelle à cause de votre femme et du commentateur de football. Oui. Comment l'avez-vous su? La vidéo est devenue virale sur TikTok et les informations locales l'ont reprise. Connor Mitchell fait la une ici, surtout les potins. J'ai pensé qu'il ne servait à rien d'attendre lundi. Pouvez-vous venir demain matin? Disons à 10h oui, à 10h veuillez me rédiger un bref historique de votre relation avec votre femme et avec Monsieur Mitchell si vous le connaissez. J'aurai aussi besoin de vos relevés financiers si vous les avez. Nous avons terminé notre conversation et elle m'a mis en garde contre les actions inconsidérées. Quand j'ai raccroché, le téléphone a sonné à nouveau. J'ai décroché automatiquement. David, j'ai appelé pour essayer de m'excuser. C'était Connor. Espèce de fils de... Je ferai tout mon possible pour te ruiner la vie. Ce n'est pas juste moi. Ça s'est juste passé comme ça. J'étais heureux en ménage avant qu'elle ne parte pour Miami. Nous avons 2 enfants. Si tu me vois arriver, cours. J'ai dit cela calmement, sans même beaucoup d'émotion. Tout semblait sans vie. Il y a eu une longue hésitation et il a raccroché. Maintenant, j'avais son numéro grâce à l'identification de l'appelant. Je suis allé sur notre compte téléphonique et j'ai vérifié l'historique des appels de Sarah. J'ai trouvé le numéro de Connor seulement après son arrivée à Miami et seulement 2 fois. Je n'avais pas accès aux appels d'aujourd'hui. J'ai supposé que leur rencontre à Miami était accidentelle, et non planifiée. J'ai cherché l'emploi du temps récent de Connor en ligne. Il couvrait le classique annuel des étoiles du football universitaire à Miami, un match prestigieux qui attire une couverture médiatique nationale. Connor était là pour le travail, donc leur rencontre avait du sens. La sonnette a retenti.
J'ai regardé dehors. C'étaient mes parents et mes beaux-parents. Sarah était partie. Je les ai fait entrer et j'ai offert des boissons, mais ils ont tous refusé et se sont assis. Je me tenais à l'entrée du salon. Eh bien, a répondu ma mère, Lucie. Nous avons eu une petite réunion dans la rue. Nous avons décidé de savoir ce que tu penses. Je crois que j'ai sangloté doucement mais de manière perceptible, puis je me suis redressé, regardant ma mère. Plus tard, elle a dit que mon expression révélait une telle dévastation et une telle douleur qu'elle ne pouvait pas comprendre comment quoi que ce soit pourrait être réparé. C'est pourquoi papa a demandé. A-t-il une chance que tu puisses parler à Sarah? Pour ce qu'elle a fait, elle ne peut rien dire qui changerait les choses, ai-je dit. Elle a détruit notre famille et ce n'était pas juste une nuit, c'était 3. Elle ne l'a pas caché à ses collègues et maintenant le monde entier le sait. Patricia est intervenue, je sais qu'elle a fait une erreur, David, une grosse erreur, et elle le comprend. Mais vous avez des filles et vous vous êtes aimés pendant de nombreuses années. Vous pourriez sauver beaucoup de choses si vous essayiez. Je ne la considère pas comme ma femme et je ne la considérerai plus jamais comme telle. Elle est la mère de mes enfants et c'est tout. Tu souffres maintenant, a dit Patricia. Ton ego a pris un coup. Tu dois t'en remettre. Ton mariage ne peut pas se terminer à cause de quelques jours seulement. Patricia, je t'admire et je t'aime, ai-je répondu, mais ta fille a causé des dommages irréparables. S'il te plaît, ne fais plus aucune tentative de réconciliation. Elle a levé les mains et j'ai continué, vous devriez tous penser à ce que sera la vie après le divorce. Ma mère a fondu en larmes. Attends juste quelques jours, David, a-t-elle dit. Ton père et moi pouvons prendre les enfants pour le week-end. Emmenez-les au lac Tux. J'ai accepté. Juste à ce moment-là, les filles ont été déposées par le bus scolaire. Elles ont couru vers la porte, mais le code avait été changé et elles ont dû frapper. Elles ont été surprises de voir leurs grands-parents. Elles voulaient me raconter leur journée. Tout n'était pas mauvais. Emma était bonne amie avec Sharon Davis, et Sharon l'avait interrogée sur la vidéo. Emma a dit qu'elle ne l'avait pas vue, mais qu'elle en savait quelque chose. Sharon voulait savoir si ses parents divorçaient. Emma ne savait pas Grace avait eu des expériences similaires. Je leur ai dit que nous réglerions cela plus tard. Elle n'était pas trop émue. Grace a demandé où était leur mère. Patricia a répondu, à côté. Vos grands-parents veulent parler à votre père. Mais je pense que vous devriez faire vos valises pour le week-end car nous allons vous emmener au lac. Elles étaient inquiètes mais voulaient voir Sarah. Nous les avons envoyées faire leurs valises. J'étais contre le fait qu'elles voient Sarah, mais les 4 autres pensaient que c'était nécessaire. Je leur ai dit que Sarah pourrait voir les filles sur le porche une fois qu'elles auraient fait leurs valises. Patricia est allée chercher Sarah. Les valises ont été chargées dans la voiture et elles ont attendu sur le porche avec leurs grands-parents. Sarah et Patricia sont arrivées. Les filles ne se sont pas précipitées vers elles. Elles ont juste attendu. La fenêtre de ma chambre au 2e étage était ouverte et je pouvais tout voir et tout entendre. Sarah s'est agenouillée devant les filles et toutes les 3 se sont serrées dans les bras. Grace a demandé, « Maman, qu'est-ce que tu as fait ?» J'ai fait une très grosse erreur, a dit Sarah. Je dois essayer de comprendre pourquoi, mais je vous aime toujours beaucoup, vous les filles, et votre père. Emma n'était pas impressionnée. Elle était plus dure. Si tu aimais papa, tu n'aurais pas pu faire ça, a-t-elle dit. Tu as tout mis en vidéo. Comment as-tu pu faire ça? Maintenant, elle pleurait. Sarah a commencé à pleurer aussi. Je suis tellement désolé. C'était une terrible erreur. Sarah a serré Grace dans ses bras, mais Emma l'a repoussée. Sarah s'est levée et a couru vers la voiture de son père. Mes parents ont mis les filles dans leur fourgonnette. Chacun est parti dans des directions différentes. Je me suis assis sur mon lit, stupéfait et attristé. Puis je suis devenu très en colère. La colère était dirigée principalement contre Connor. Je suis descendu à la cave et j'ai commencé à frapper le sac de frappe qui y était suspendu. Chaque coup était destiné à Connor ou à Sarah. Quand j'ai été épuisé, mes mains étaient rouges et douloureuses. J'ai décidé qu'ils devaient tous les deux souffrir, quoi que je doive faire. J'ai soigné mes mains blessées, puis j'ai bu un verre et je suis allé me coucher. Il m'a fallu un certain temps pour m'endormir. Le lendemain matin, j'ai fait une longue course rapide, puis j'ai rassemblé mes documents financiers et je suis allé au cabinet de l'avocate. Catherine Williams s'est avérée être une femme d'une 40aine d'années,
mince, aux cheveux et aux yeux sombres, vêtue d'un jean et d'un sweatshirt. Je suis un peu sous-habillée, a-t-elle dit. Désolé, aujourd'hui c'est samedi et je faisais du jardinage. Pas de problème. Vous avez l'air très bien, ai-je répondu. Elle a souri et m'a conduit à la salle de conférence. Madame Williams, j'aimerais comprendre mes options concernant le divorce d'avec ma femme. Je peux vous les expliquer, mais êtes-vous sûr de vouloir divorcer? C'est un chemin difficile. Vous avez 2 enfants, n'est-ce pas? Oui. Les jumelles ont 13 ans et j'aimerais en avoir la garde. Revenons à la question de savoir si vous voulez mettre fin à votre mariage, a dit Catherine. Est-ce que quelque chose comme Miami est déjà arrivé avant ou est-ce un incident isolé? Je ne pense pas qu'elle m'ait trompé avant, mais je n'en suis pas sûr. Alors, si c'est vrai, vous ne pouvez pas vous y résoudre, a-t-elle poursuivi. Non, ai-je dit rapidement. D'accord, discutons des finances. Nous avons discuté de qui gagnait quoi et de qui faisait quoi pour les enfants. Catherine a été ravie d'apprendre que la maison m'appartenait et m'avait appartenu avant le mariage. Les enfants y avaient vécu toute leur vie. Elle a également estimé que nos horaires de travail et le fait que j'étais essentiellement un parent au foyer joueraient en ma faveur concernant la garde. Cependant, elle a souligné que rien ne pouvait être dit avec certitude. Je gagnais à peu près la même chose que Sarah, mais mes revenus n'étaient pas aussi stables. Catherine pensait qu'aucun de nous ne serait tenu de payer une pension alimentaire pour enfants. À quelle vitesse pourrions-nous entamer la procédure de divorce? Peut-être une semaine pour préparer les documents et les déposer, mais je pense que vous devriez attendre plus longtemps. Les gens changent d'avis et il vous sera très probablement ordonné de suivre une thérapie. Cela peut-il être évité? Je ne voudrais pas lui parler en tête-à-tête. Vous devrez avoir ces conversations. Peut-être pouvons-nous les réduire au minimum. J'ai remarqué qu'elle regardait mes mains bandées. Pourquoi vos mains sont-elles bandées? J'étais en colère la nuit dernière, alors je me suis défoulé sur un sac de frappe. J'ai oublié de mettre des gants. Eh bien, au moins vous n'avez pas rendu visite à Monsieur Mitchell ou à votre femme. À ce propos, y a-t-il un moyen de le poursuivre en justice pour cela? Au Texas, il n'y a actuellement aucun moyen de poursuivre pour adultère ou pour aliénation d'affection. Cela existait autrefois. Maintenant, ce n'est plus le cas. J'ai également consulté la loi de la Floride. Aucune possibilité de ce genre là-bas non plus. Il doit payer, dis-je, ma voix devenant monocorde. Cela semblait inquiéter Catherine. Laissez-moi voir ce que je peux faire. Juste pas de violence, s'il vous plaît. Je suis sérieuse à ce sujet, Monsieur Thompson. Aucune promesse. Ce type doit payer. Je ne pourrai pas dormir s'il s'en sort sans conséquence. Monsieur Thompson, je dois vous dire que bien que ce que vous me confiez en tant qu'avocate soit confidentiel, si je sais à l'avance que vous êtes sur le point de commettre un crime violent, je pourrais être obligé de le signaler. Catherine, vous n'aurez jamais une telle connaissance. Merci d'avoir dit cela. J'ai signé un accord avec elle et payé les honoraires, lui disant de préparer les documents dès que possible. Quand je suis rentré chez moi, il était déjà midi. Mon beau-père, Robert, a appelé. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Bien. Je viens de chez un avocat. Oh, dépêchez-vous. Qu'a-t-elle dit? Nous avons discuté de ce qui se passerait en cas de divorce. David, tu dois ralentir. Ne précipite pas cette décision. C'est vraiment important. Dès que Sarah a laissé cet homme s'approcher d'elle, c'était fini pour elle. Le fait qu'elle l'ait fait à plusieurs reprises rend les choses encore pires. Mais une fois suffit. Ta mère pense qu'elle t'a tellement blessé qu'il n'y a plus d'espoir. Je pense qu'elle pourrait avoir raison, mais je veux toujours que tu ralentisses. Donne au moins une chance à Sarah de tout expliquer. Selon toi, que pourrait-elle dire qui me ferait changer d'avis? Il y eut un silence pendant un certain temps. D'accord, je ne vois rien qui puisse prouver cela. Nous avons discuté de l'humeur des filles. Grace était très triste, abattue. Emma était en colère et avait du mal à se contrôler. Ma mère travaillait avec elles deux, leur disant qu'elles ne perdaient pas leurs parents, qu'elles auraient toujours leurs 2 parents. Le téléphone fixe a sonné. Nous n'avons pas d'identifiant d'appelant. J'ai laissé la messagerie vocale prendre l'appel. C'était Sarah. David, si tu es là, s'il te plaît, décroche. J'ai besoin de te parler. David, j'en ai besoin.
S'il te plaît. J'ai tout gâché et je le sais. Tu es le seul à qui je peux parler de quoi que ce soit de sérieux. Et est-ce que je vais te perdre? Non, s'il te plaît. Je sais à quel point tu dois être en colère. Je suis vraiment désolé. Il y eut beaucoup de sanglots avant qu'elle ne raccroche. Pendant qu'elle disait cela, j'ai commencé à pleurer aussi. Puis je suis redescendu au sous-sol. Cette fois, j'ai mis des gants, ça faisait toujours mal, et j'ai frappé et donné des coups de pied dans le sac jusqu'à épuisement. Je suis monté à l'étage et j'ai pris une douche. Je pense que certains gars se saoulent dans ces situations, mais moi, j'utilise l'exercice. J'ai décidé de réfléchir à la manière de gérer. Connor. Une chose me revenait sans cesse à l'esprit, une arme que j'avais trouvée. Je possède 2 pistolets enregistrés, un revolver de calibre .45 et un Smith Wesson de calibre .40. Mais un jour, en faisant mon jogging, j'ai vu quelque chose scintiller dans les hautes herbes. Il s'est avéré que c'était un pistolet Toru 380. Je l'ai ramené chez moi. Il était chargé et fonctionnel. Je l'ai nettoyé et j'ai remarqué que le numéro de série avait été limé, ce qui signifiait que l'arme était illégale. Malgré tout, je l'ai gardé. Un jour, je l'ai emmené à un stand de tir, et il semblait tirer avec précision. Je n'arrêtais pas de penser à affronter Connor avec, mais j'avais des filles et je ne voudrais jamais finir derrière les barreaux. J'ai repoussé ces pensées. Je sentais que ce n'était pas le moment pour Sarah et moi de parler. Je savais que tôt ou tard nous devrions nous parler face à face. Mais la pensée de la voir me rendait malade. J'étais assis seul dans la maison quand un sentiment de profond désespoir m'a envahi. C'était comme si quelqu'un avait jeté une lourde couverture sur moi, me clouant au canapé. Il était difficile de respirer. Soudain, la peur m'a saisi et je me suis rapidement levé du canapé. Si quelqu'un m'avait vu à ce moment-là, il aurait probablement décidé que je perdais complètement la tête. Je savais que je devais bouger, alors je suis parti faire une marche rapide. Cela m'a conduit au quartier de Connor à Plano. Je ne me suis pas attardé là, mais j'ai remarqué qu'il semblait y avoir très peu de sécurité. La maison était grande, neuve, proche de la rue. Il y avait un filet d'entraînement de football dans l'allée. Aucune voiture n'était visible, mais il y avait un grand garage à l'arrière. J'ai passé devant, fait une boucle, et suis repassé devant, prenant quelques photos avec mon téléphone. Ensuite, je suis passé devant la maison des parents de Sarah à North Dallas. Leur voiture était garée à l'entrée. La voiture de Sarah était toujours dans notre garage. Je suis entré dans un magasin et j'ai acheté un téléphone portable prépayé et un Coca Light, puis je suis rentré chez moi. Il était 15 h le samedi après-midi. Je suis entré dans la maison et je me suis préparé un sandwich. Dès que j'ai cessé de bouger, le sentiment de désespoir m'a de nouveau envahi. J'ai pris le 380 et je suis allé là où mon ami avait quelques hectares avec un stand de tir ouvert. Personne n'était là. Lui et sa famille étaient en Floride. J'ai tiré 2 boîtes de cartouches. L'arme était bon marché mais fonctionnelle, un peu plus lourde qu'une arme de qualité. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté à une pharmacie et j'ai acheté 2 bandes de compression en néoprène pour les cuisses. À la maison, j'ai fabriqué un holster corporel qui tenait le 380 dans le creux de mon dos. J'ai essayé de courir avec. Tout fonctionnait bien. Mon téléphone portable était éteint toute la journée et je n'avais pas répondu aux emails. Quand je l'ai allumé, il y avait 11 messages vocaux, une vingtaine de SMS de la famille, de collègues et d'amis, et de nombreux emails. Les messages vocaux venaient de Sarah, Patricia et ma mère. Ils disaient tous à peu près la même chose, veuillez nous contacter. Nous devons parler. Les SMS étaient similaires. Certains venaient de mon père et 2 du père de Sarah, Robert. Un il y a quelques minutes seulement. Les messages de Robert n'étaient pas comme les autres. Dans le premier, il s'excusait pour les actions de Sarah et pour ne pas avoir élevé une fille responsable. Dans le second, il a demandé si je voulais lui parler à l'écart des femmes. Je l'ai appelé et l'appel est tombé sur la messagerie vocale. Je n'ai pas laissé de message, mais 3 minutes plus tard, il a rappelé. David, j'avais besoin de faire une promenade pour avoir de l'intimité. Que se passe-t-il? J'ai vu que tu voulais parler. Robert, pouvons-nous nous rencontrer quelque part? Que dirais-tu de la réserve naturelle d'Arbor Hills près du pavillon? D'accord. Dans environ 30 minutes.
J'ai mis un jean et j'ai glissé le 380 dans ma poche au cas où je verrais Connor. J'ai roulé vers le nord jusqu'au parc de Plano. J'étais au parc en avance, tout comme Robert. Le parc était relativement calme pour un samedi soir. Nous nous sommes serrés la main et nous nous sommes assis sur un banc près du pavillon. Je voulais m'assurer que tu allais bien. D'après ce que Patricia et ta mère m'ont dit, j'étais inquiet. Je ne vais pas bien, Robert. Je me sens plus mal que jamais. Eh bien, je me souviens quand ma mère est morte. Il m'a fallu 1 an pour retrouver une vie normale. J'ai juste continué à travailler jour après jour. C'est ce que tu devrais faire aussi. Oui, c'est facile à dire, mais sacrément difficile à faire, et un seul jour s'est écoulé. Si ça peut te rassurer, Sarah est presque catatonique. Elle n'a pas mangé depuis qu'elle est venue chez nous, et elle a probablement prononcé 3 phrases. Nous envisageons de lui y rappelle à une aide professionnelle. En fait, tu as bien meilleure mine qu'elle. C'est probablement parce qu'elle culpabilise et pas toi. Je suis désolé d'entendre ça, Robert, parce que les jumelles auront besoin de leur mère. Je ne comprends pas pourquoi elle est si surprise. Elle a tout fait ouvertement. Tu pensais vraiment que personne ne le saurait, que moi je ne le saurais pas? Tôt ou tard, même sans TikTok, un de ses collègues, certains d'entre eux pourraient être mes amis, en aurait eu vent. Je ne pense pas qu'elle avait les idées claires du tout. Je crois qu'elle s'est soudainement retrouvée dans une situation étrange, loin de sa famille, et courtisée par une célébrité. Alors, elle a succombé à des sentiments qu'en situation normale elle aurait réprimés. Voici ce que j'en retire. Tu es intelligent, Robert, mais je pense qu'elle avait un faible pour Connor depuis l'université et qu'elle pensait pouvoir avoir le beurre et l'argent du beurre. Qu'est-ce que tu vas faire? Il est fort probable que je divorce. En ce moment, je ne peux même pas penser à elle sans colère et hostilité. J'espère ne pas tomber malade à cause de tout ça. Écoute, je sais que tout le monde te dit d'attendre avant de décider quoi que ce soit. Je n'arrive juste pas à comprendre comment tu pourrais retourner à un semblant de vie de famille avec elle. Oui, l'affaire est entendue. Je vais attendre, mais pas longtemps. Tu dois la préparer. Si elle est aussi mal que tu le dis, j'essaierai. Nous nous sommes séparés. Je retournais à ma voiture garée dans une rue voisine quand Connor est apparu, faisant son jogging sur son sentier habituel dans la réserve où il s'entraînait souvent. Je l'ai vu et j'ai porté la main à mon arme. Robert, qui roulait vers la sortie, l'a vu et a klaxonné pour le prévenir de la circulation. Connor a été surpris et a trébuché en essayant de retrouver son équilibre sur le sentier. Il s'est avancé directement sur la voie de la circulation venant en sens inverse sans regarder. Ce n'est pas Robert qui l'a frappé. Une voiture roulant sur la route du parc, peut-être un peu vite, a percuté Connor alors qu'il trébuchait sur la chaussée. Connor est passé par-dessus le capot et le pare-brise, a été projeté en l'air et est retombé sur la route. Robert a continué à rouler. J'ai couru vers Connor. À ce moment-là, il était vivant et conscient. Je l'ai regardé tandis que le conducteur accourait, criant qu'il avait déjà appelé le 911. Nous n'étions pas loin de l'hôpital presbytérien, à environ 6 pâtés de maison. Connor m'a reconnu. Il a essayé de dire quelque chose, mais rien n'est sorti. Je l'ai regardé s'éteindre lentement. Les ambulanciers sont arrivés environ 2 minutes plus tard. Ils ont travaillé dur, mais en vain. Connor était mort. La police est arrivée. J'étais nerveux car même si j'avais un permis de port d'armes dissimulé, l'arme était illégale. Mais j'ai répondu à leurs questions, donné mon nom et mon adresse, et j'ai été relâché sans problème. La conductrice, une femme d'âge moyen, était bouleversée. Je lui ai dit, ainsi qu'à la police, qu'elle n'aurait rien pu faire. Connor a simplement trébuché et s'est retrouvé sur la route au mauvais moment, en faisant son jogging. Environ 1 heure plus tard, je suis rentré chez moi, me suis débarrassé du point 380 et j'ai conduit jusqu'à la maison de Robert. Je savais que Sarah était là, mais j'avais besoin de discuter de l'accident de la route mortelle avec Robert. J'ai monté l'allée jusqu'à la maison et j'ai sonné à la porte. Patricia a ouvert. Elle a vu que j'étais dans un état de grande émotivité, et j'étais vraiment dans un état émotionnel, d'euphorie, ou du moins d'immense soulagement. Je savais que j'avais probablement évité de commettre un meurtre par pur hasard. Robert est là. J'ai besoin de lui parler de quelque chose. Elle s'est retournée et a appelé, Robert, tu ne veux pas voir Sarah? Non, trop tôt. Robert est descendu.
Je lui ai fait signe de sortir et nous sommes partis. Robert, Connor est mort. Bon sang. Tu l'as tué? Je t'ai vu avec une arme. Mon Dieu, David. Mais il n'avait pas l'air aussi bouleversé qu'il aurait dû l'être s'il avait été vraiment ému. Je ne l'ai pas tué. Il a été heurté par une voiture après que tu aies klaxonné. Il a trébuché en faisant son jogging et s'est retrouvé sur la route. Je l'ai vu mourir. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. David, c'est clairement un accident. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Je te laisse, ou Patricia, annoncer à Sarah la mort de son petit ami. Ce n'est pas son petit ami, mais nous lui ferons savoir. Je suppose que ça fera la une des journaux. Certainement. Comment va-t-elle? Pas bien non plus. Je suis tout le contraire. Tu as l'air en pleine forme. Je me suis même senti floué quand il est mort. Mais ensuite, j'ai vu cela comme une intervention divine. David, je veux sauver ma fille. Je pense qu'elle se dirige vers un abîme. Je sais qu'elle a fait une bêtise, mais je l'aimais. Je veux qu'elle ait une vie. Par conséquent, je te demande, si tu vois un moyen, au moins de ne pas interférer. Peut-être plus tard, tu pourras lui donner un coup de main. C'est une demande difficile, mais je te la fais. Robert, je dois y réfléchir. Si nous lui parlons trop tôt, je ne pourrai pas t'aider. Tu dois la tenir éloignée de moi. Laisse-moi y réfléchir. J'essaierai de trouver une solution. Félicitations pour avoir échappé au meurtre. Nous avons ri nerveusement et sommes retournés à la maison. Je suis parti en voiture. Cette nuit-là, j'ai bien dormi. Les filles m'ont appelé et nous avons eu une bonne conversation. Ensuite, je me suis juste couché. Le dimanche, j'ai de nouveau sombré dans la dépression. C'était une belle journée début novembre. Et je n'avais rien de mieux à faire que de penser à l'état de mon mariage. Peu importe ce que Robert a dit, je savais que Sarah et moi ne pourrions plus jamais être ensemble. Cela me rendait triste, mais c'était la vérité. J'ai fait un autre long jogging, suis allé au centre commercial le long de la rivière Trinity et suis rentré chez moi. J'ai pris une douche et suis allé voir mes parents et mes enfants pour un pique-nique dominical. Les jumelles étaient de meilleure humeur. Elles avaient eu un appel vidéo avec Sarah, qui devait s'être ressaisie puisqu'elle les encourageait. Ma mère a dit qu'il n'y avait aucune mention de Connor, de l'infidélité de Sarah ou de la mort de Connor, seulement des discussions sur l'école. Sarah a dit aux filles qu'elle les verrait dès qu'elles se sentiraient mieux. J'ai passé un bon moment avec mes parents et les filles. Pendant qu'elles étaient à la piscine, j'ai dit à mes parents que j'avais été témoin de l'accident et de la mort de Connor. Ils ont été choqués. Tu n'y étais pour rien, n'est-ce pas, a demandé mon père. Non, c'est une coïncidence. J'étais dans ce parc avec Robert à parler quand Connor s'est juste retrouvé dans la circulation et a été percuté. Il faisait son jogging et a trébuché sur la route. Bien. Eh bien, je ne peux pas dire que je regrette. Que le Seigneur ait son âme. Nous avons changé de sujet. Catherine Williams m'a appelé le lundi. D'abord, elle voulait savoir comment je me sentais à propos de la mort de Connor. Elle ne savait pas que j'étais là. Mon nom n'avait pas été publié. Je lui ai raconté toute l'histoire et elle a été stupéfaite, peut-être un peu méfiante. Je sais que si j'avais été à sa place, j'aurais été méfiant aussi. Elle a ensuite dit que les documents seraient prêts mercredi et m'a demandé de lui faire savoir quand je voulais qu'ils soient signifiés. Je lui ai dit d'attendre un peu parce que Sarah était en mauvaise forme. J'avais fait une sorte de promesse à Robert. Les enfants ont décidé d'aller à l'école malgré la mort de Connor et son implication la semaine précédente. C'était une nouvelle importante. Je me suis retrouvé seul et j'ai décidé de travailler. J'ai travaillé une demi-journée pour le gouvernement. Ensuite, pendant 2 ou 3 heures, j'ai travaillé sur mes propres projets. Puis j'ai récupéré les filles à l'école après leurs activités périscolaires. Nous avons mangé de la pizza, quelque chose que je pouvais faire moi-même, et elles adoraient ma pizza. Nous avons passé une bonne soirée, mais avant d'aller se coucher, elles ont toutes les deux demandé si leur mère reviendrait. J'ai répondu, honnêtement, je ne pense pas que nous aurons les mêmes arrangements de vie qu'avant. Je ne peux pas dire ce que l'avenir nous réserve, mais je ne nous vois pas revenir à la situation antérieure. Autre chose nous attend, mais nous vous aimerons toujours, votre mère et moi. Robert a appelé mardi. Patricia a aussi appelé. Ils voulaient se rencontrer. J'ai dit que je viendrais à Starbucks.
Nous avons pris nos boissons. Robert a dit qu'il avait contacté un conseiller conjugal et m'a demandé de m'engager dans la démarche avec Sarah. Patricia a dit que si nous divorcions pour cause d'adultère, le tribunal ordonnerait très probablement quand même une thérapie. D'accord. J'ai dit, mais je ne mentirai pas. Si nous nous lançons vraiment là-dedans et allons plus loin, je ne vois toujours pas comment cela pourrait l'aider. Nous ne vous demandons pas de mentir, ont-ils dit. Allez-y doucement. Écoutez le psychologue parler à Sarah. Sinon, je pense qu'elle aura de gros problèmes. L'accident de Connor a semblé l'effrayer. Nous ne lui avons pas dit que tu étais là. La première séance était prévue le lundi suivant à 10 heures. Je suis arrivé ponctuellement à 10 heures, ne voulant pas attendre dans la même pièce que Sarah. La consultante était la docteure Monica Foster, psychologue et conseillère conjugale et familiale certifiée à Dallas. C'était une femme d'une 50aine d'années, un peu forte, mais agréable. Elle nous a conduits dans son bureau. Jusqu'à ce moment, Sarah et moi n'avions pas parlé. Elle avait l'air mal en point, pâle, et se frottait constamment les mains. La docteure Foster nous a informés d'eux. Sa pratique, qui incluait le traitement des cas d'adultère. Elle m'a demandé quel était mon objectif avec cette thérapie. J'aimerais avancer dans la vie. J'espère rester un bon père pour mes enfants, mais je ne crois pas que la réconciliation conjugale soit possible. Sarah, vos objectifs? Je veux retrouver mon ancienne vie. Cela n'arrivera peut-être pas, mais j'aimerais rester la femme de David, même si les choses n'ont pas besoin d'être les mêmes. La docteure Foster nous a regardés chacun notre tour. Si je comprends bien la situation, vous êtes allé à Miami pour une conférence de travail où vous avez rencontré un homme que vous connaissiez de l'université, et vous avez passé plusieurs nuits ensemble. L'homme était bien connu, et vous deux avez été publiquement liés. Est-ce pour ça que nous sommes ici, a dit Sarah. Oui. Je ne croyais pas que ma relation à Miami deviendrait publique. Je pensais que ce serait seulement pour la période où j'étais loin de ma famille. Si c'est vrai, pourquoi êtes-vous allé danser avec Monsieur Mitchell? Vous deviez savoir qu'il était une personne célèbre. Je pensais que ce serait amusant. C'était un club privé, pas un endroit où l'on nous verrait normalement. En fait, c'était amusant, mais stupide. Mais vous saviez que vos collègues découvriraient votre relation. Et bien sûr, vous avez compris que David le saurait bientôt. Peut-être pas aussi vite qu'en réalité. Laissons cela de côté pour l'instant. Bien, David. Pourriez-vous expliquer pourquoi vous êtes si sûr que le mariage est terminé? J'ai regardé Sarah droit dans les yeux. Parce que Sarah était la seule personne au monde que j'aimais et à qui je faisais le plus confiance. Alors, quand j'ai vu qu'elle était prête à me trahir si facilement et ouvertement, j'ai été dévasté. Mes grands-parents sont morts dans un accident. Je me suis senti mal et j'ai souffert longtemps, mais cela ne se compare pas à ça. Rien ne s'y compare. Je ne me mettrai plus jamais dans une position où je serais anéanti comme ça. Si Sarah a pu me faire ça, alors n'importe qui pourrait le faire. Je ne pourrai plus jamais lui donner, ni à personne, ce genre de pouvoir. Sarah sanglotait ouvertement pendant que je disais cela. Comment vous sentez-vous en la voyant dans cet état? Je suis juste triste et aussi très en colère. C'était si manifestement cruel envers moi et envers nos enfants aussi. Même si c'était fait par stupidité, sans désir de faire du mal, c'était si grave. Et pourquoi, 3 nuits avec un type que tu voulais à l'université? J'ai regardé Sarah droit dans les yeux quand j'ai demandé ça. Sarah a sangloté. Non, non. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. Calmez-vous, Sarah. Est-il vrai que vous aviez des sentiments pour Monsieur Mitchell quand vous étiez à l'université? Oui. Il était grand, beau et célèbre sur le campus. Il m'a courtisé à l'époque, mais j'étais avec David et j'ai dit non. Alors pourquoi avez-vous dit oui à Miami? Pendant plusieurs mois avant cela, je me suis senti un peu déconnecté. Nous avions tous été si occupés. J'étais impatiente de passer quelques jours à Miami et je pensais que cela pourrait me ressourcer. Mais dès que je suis arrivé là-bas, j'ai vu Connor. Il m'a prise dans ses bras et j'ai réalisé que je ne le repousserais pas s'il me voulait. Tout s'est passé si vite. Je n'arrive pas à comprendre. Nous avons eu une grande intimité la nuit avant votre départ, n'est-ce pas? Ou faisiez-vous semblant? Non, c'était tout réel. Ça m'a fait me sentir merveilleusement bien pendant tout le vol. Merde. Je me sens si mal. Sarah pleurait de nouveau. Mes larmes coulaient aussi,
mais ma colère est également revenue. Je ne croyais pas pouvoir la retenir. Alors, je me suis levé et je suis allé au bureau extérieur. J'étais sur le point de frapper les meubles quand la docteure Foster est sortie. « Pourquoi ne descendez-vous pas aux toilettes des hommes un instant? Je peux parler à Sarah seule. Ensuite, je pourrai parler en privé avec vous. » C'est exactement ce que j'ai fait. Les deux femmes ont passé environ 15 minutes ensemble. Sarah est sortie, ne pleurant plus. « Désolée, David », a-t-elle dit et elle est partie. La docteure Foster m'a rappelé à l'intérieur, « David, comment vous sentez-vous à propos de la mort de Monsieur Mitchell? Vous savez, j'étais là et je l'ai vu mourir, et j'ai été soulagé qu'il meure. J'aurais pu lui faire du mal moi-même, mais il a été emporté le premier. Je pense que c'est horrible, mais c'est vrai. Ce type a ruiné toute ma vie à cause d'une liaison. Je me suis senti floué de ne pas pouvoir le confronter. Pourquoi la liaison de Sarah avec Connor signifie-t-elle la destruction de toute votre vie? J'étais un homme de famille, rien de plus. Ce que j'ai dit sur la trahison, je ne m'en remettrai jamais. Je ne peux pas imaginer rencontrer quelqu'un en qui je puisse avoir confiance. Sarah vient de briser ça, mais il n'y a que quelques jours qui se sont écoulés. Permettez-moi de vous demander, avez-vous pensé à l'intimité entre Sarah et Connor? Oui, j'ai vu sur TikTok qu'ils étaient complètement épris l'un de l'autre. Et comment vous êtes-vous senti à ce sujet? Trahison. C'était la pire trahison possible. Sarah, quoi qu'il arrive, pourra toujours se souvenir de sa liaison passionnée. Si nous restions mariés, j'aurais toujours cru qu'elle pensait à lui. Vous savez, je voulais détruire ce souvenir pour elle, et j'ai bien l'intention de le faire. C'est le moins que je puisse faire. Position difficile. C'est une femme que vous avez profondément aimée par le passé. Je l'aimais vraiment profondément, c'est pourquoi ça me fait si mal. Elle m'a anéanti. Cela a mis fin à la séance. Elle m'a demandé de réfléchir aux arrangements de vie possibles si nous nous séparions et a donné à Sarah la tâche de présenter les faits concernant Miami et la raison de sa vulnérabilité. Le récit de Sarah. Avant d'aller à Miami, je ne me sentais pas bien, n'appréciant plus les choses que j'aimais auparavant. Le travail était devenu une routine. La vie de famille était aussi une routine. Cela durait depuis plusieurs mois. J'avais une vague sensation de stagnation. J'avais hâte d'aller à Miami. Un gars au travail, Brian, me courtisait depuis qu'il avait été muté à notre bureau. Je l'ai facilement repoussé. Pendant des mois, le traitant comme une nuisance. Cela ne le décourageait pas. Il n'était pas odieux, mais il était beau et avait une bonne humeur. Je n'ai pas été offensé quand il a continué à me courtiser. Lorsque nous avons réalisé que nous irions tous les deux à Miami, il a commencé à présenter cela comme une opportunité de passer du temps ensemble sans aucun engagement. Je lui ai fait savoir que je n'étais pas intéressé, mais je savais que je ne le laisserais pas complètement indifférent. J'étais flatté. J'ai pensé à son scénario, mais je n'aurais jamais agi avec lui. Trop risqué, même s'il avait été super attrayant, ce qu'il n'était pas. Mais à notre hôtel, au moment de l'enregistrement, Connor est apparu. Il était vraiment séduisant. Il m'a embrassé assez énergiquement, et j'ai été immédiatement surprise. J'ai réalisé qu'il pourrait me conquérir à Miami s'il essayait. Il l'a aussi compris car il a immédiatement saisi l'occasion. Il m'a prise par la main, m'a mise à l'écart un instant, et a demandé si David était avec moi. Quand j'ai dit non, il a dit qu'il avait une chambre d'hôtel et qu'il y serait jusqu'à vendredi. Il a simplement dit qu'il me désirait et qu'il savait que je le désirais. J'ai accepté d'aller dîner avec lui. Je ne peux pas entièrement expliquer pourquoi je suis devenu une cible si facile. David et moi avions été intimes la nuit précédente, et je me sentais encore bien grâce à cela. Connor représentait cela aussi d'une certaine manière. Ce n'était pas près de chez moi. Territoire libre. Je croyais n'avoir jamais une seule fois pensé à David et à ce qui pourrait arriver s'il découvrait mon infidélité. Du moins, je ne me souviens pas y avoir pensé, mais j'aurais dû. Si j'avais rencontré Connor dans une situation normale à Dallas, je suis sûr que j'aurais pu le repousser. Mais je me suis dit que, pendant quelques jours, je me trouvais dans un autre monde. Au dîner, Connor et moi avons partagé une entente tacite selon laquelle nous irions dans sa chambre après. Nous avons sauté le dessert. Une fois à l'intérieur, il y avait de l'anticipation entre nous. Connor m'a attiré, et bientôt nous étions perdus dans l'étreinte l'un de l'autre. Notre connexion était intense et épanouissante.
Le lendemain matin, me sentant satisfaite mais en retard pour le petit déjeuner, je me suis précipité à la réunion, sentant les regards entendus de mes collègues. Tandis que les spéculations circulaient, j'ai écarté les préoccupations concernant quiconque contacterait David. Ma rencontre avec Connor a surpassé les expériences précédentes, peut-être alimentée par le fait d'être loin de chez moi et l'absence d'obligations familiales. L'attraction entre nous était indéniable. Après une réunion de travail, je l'ai contacté et nous avons passé du temps ensemble avant de prendre le service en chambre et de poursuivre notre connexion. Le matin a apporté les mêmes regards en coin. J'étais un peu inquiète, mais j'ai retrouvé Connor dans sa chambre à 17h et nous sommes restés ensemble jusqu'à 20h. L'intimité était toujours incroyable, mais plus aussi bouleversante que la première ou la deuxième nuit. Ils nous ont apporté de la nourriture, puis il m'a dit de bien m'habiller. Nous irions danser. C'est ainsi que je me suis retrouvé sur TikTok. J'ai récemment regardé notre vidéo sur TikTok. Sachant déjà que David l'avait regardé ce même soir. J'ai compris ce qu'il pouvait voir. Sa femme aimant ouvertement, publiquement éprise d'un autre homme. Après la danse, nous sommes retournés à l'hôtel où l'intimité a repris. Le lendemain matin, avec mon vol imminent, je me suis réveillé pour passer du temps avec Connor. Nous avons partagé une douche rafraîchissante avant de nous habiller. Pendant le petit déjeuner dans sa chambre, nous avons savouré nos derniers moments ensemble avant que je ne retourne dans ma chambre pour me préparer au départ. Plus tard, ma colocataire Cindy a mentionné m'avoir vu danser sur TikTok, décrivant cela comme provocateur. Une vague de terreur m'a envahi, presque paralysante par son intensité. Il m'est apparu que ma réputation était en jeu. Puis, de manière inattendue, j'ai croisé Jake Rodriguez, un proche collaborateur de David. Quand nous sommes montés dans le bus pour aller à l'aéroport, je lui ai demandé si David avait appelé pendant que j'étais à Miami. David et moi ne nous étions pas contactés. Je n'avais pas vérifié mon téléphone, mais il s'est avéré que David avait appelé tous les soirs et était tombé sur ma messagerie vocale. Jake m'a dit que David m'avait vu danser sur TikTok et savait que j'avais passé toutes les nuits avec Connor. J'étais sans voix. Le vol de retour a été terrible. Personne ne voulait me parler. J'étais assise près de la fenêtre avec un inconnu à côté de moi. J'ai supposé que Connor pourrait être sur le vol mais ne l'ai pas vu pendant l'embarquement. Je suis descendu de l'avion mais n'ai toujours pas vu Connor. Quand j'ai récupéré mes bagages, il est venu vers moi et m'a demandé si ça allait aller. J'ai dit que ça n'irait probablement plus jamais bien. Il avait l'air déprimé. Je n'avais pas pensé au fait que David viendrait me chercher. Je me suis mise dans la file d'attente pour un taxi. Quand je suis monté dans le taxi, le répartiteur a fait monter Connor avec moi puisque nous allions dans des endroits proches. Dans le taxi, Connor a dit qu'il était désolé pour la situation TikTok. Il n'y avait tout simplement pas pensé. J'ai dit que je ne voulais pas vraiment parler et j'ai demandé au chauffeur de taxi de déposer Connor en premier. Je suis rentré chez moi et n'ai pas pu entrer dans la maison. Quand David a ouvert la porte, j'ai vu à quel point il était dévasté et en colère et je me suis effondré. Depuis lors, j'habite chez mes parents. Je suis dans un état de quasi-léthargie complète. J'ai essayé de parler aux filles, mais Emma m'a repoussé. Et comment pourrais-je lui en vouloir? Nous avons parlé au téléphone. C'était mieux. Il m'a fallu 1 heure pour me préparer à cette séance de thérapie. Après cette première séance, j'ai pensé que mon mariage était fini, clairement influencé par l'explication de David sur ses sentiments. Maintenant, je ne sais pas comment gérer sa colère et son chagrin. Et je ne comprends pas comment je peux lui redemander sa confiance. Je ne le mérite pas. De plus, Connor est mort. Il a été heurté par une voiture. Quand ma mère m'a annoncé ça, j'ai eu tellement de peine. Quand nous étions dans le taxi, il m'a demandé de l'appeler. À vrai dire, j'aurais pu appeler, mais il n'est plus là. À cause de cela, je ressens un autre vide. Si jamais je redeviens intime avec un homme, j'étais sûr que je me souviendrais de l'intimité avec Connor. Mais maintenant, peut-être plus. Je n'arrive pas à me débarrasser du sentiment que si je l'avais refusé, il serait encore en vie. Cela n'a pas de sens, mais je le ressens. Je suis complètement perdu. David, tout s'améliorait à la maison. L'école était difficile pour les jumelles, mais gérable. Emma était toujours en colère et Grace s'ennuyait de sa mère. Cependant, je pense qu'Emma aussi lui manquait. Elle s'appelait en vidéo tous les soirs. Sarah avait l'air un peu mieux, mais c'était difficile à dire vu la courte durée des appels.
Notre deuxième séance de thérapie était similaire à la première, sauf que nous avons chacun eu une séance individuelle avant la séance conjointe. Le docteur Foster a demandé, « Avez-vous réfléchi à ce qui pourrait rendre la réconciliation possible ?» « Oui, mais je n'ai rien trouvé. » « Désolé, pensez-vous que si vous compreniez pourquoi Sarah s'est impliquée avec Connor, vous pourriez travailler à lui faire confiance. Si vous saviez ce qui l'a causé, peut-être pourriez-vous trouver comment l'empêcher. C'est ridicule. Pardonnez l'expression. Je pense qu'elle voulait juste de l'intimité avec un homme et qu'elle pensait pouvoir le faire sans conséquence. N'est-ce pas ce qu'elle a dit? Mais je ne l'ai pas cru. Je l'ai cru concernant son attraction pour Connor, mais je ne crois pas qu'elle voulait se faire prendre. Pourquoi? Bonne question. Peut-être demandez-lui, docteur, cela ne se terminera pas par notre réconciliation de toute façon. Il est impossible de surmonter une trahison insensée. Une trahison parce qu'elle pensait pouvoir s'en tirer ne peut être surmontée. Et si elle avait voulu être prise d'une manière ou d'une autre? Ce serait le pire de tout. Cela signifierait qu'elle voulait simplement quitter la famille, loin de moi, loin de notre vie. Elle voulait du drame. Vous savez, si Connor était en vie, je pense qu'elle serait avec lui maintenant. N. Autre session conjointe a commencé et s'est terminée par ses demandes de pardon. Je n'y ai pas cru. Même si elle s'était vraiment excusée, même si elle avait pu vraiment expliquer ses actions, je ne pourrais pas être avec elle. C'est comme être à côté d'une bombe à retardement. J'ai demandé à l'avocat de signifier les papiers. Sarah, aujourd'hui, on m'a signifié les papiers du divorce. Je continue d'écrire dans ce journal car cela pourrait éclairer des choses à l'avenir. Lors de notre consultation cette semaine, j'ai vu que David était moins en colère. Il semblait plus calme. C'était un signe pour moi que c'en était fini. J'ai lu sur les étapes du deuil. L'une des dernières est l'acceptation. David a accepté le fait que nous allions divorcer et que mon aventure était la fin du mariage. Les papiers ne m'ont pas surprise. Je vais devoir contacter un avocat. La semaine dernière, j'ai repris le travail. L'accueil de mes collègues a été glacial. Tout le monde savait que j'étais devenu quelqu'un qui avait ruiné la vie de famille. Même Brian m'a laissé seul. Mais c'est sa perte. Il aurait pu réussir. Je parie qu'il recommencera à me poursuivre maintenant qu'il sait que je suis disponible. L'avocat a dit que je devais demander la garde conjointe des filles. Il a dit que puisque David possédait déjà la maison quand nous nous sommes mariés, il y resterait. Pendant plusieurs années, il a été le parent principal à la maison, donc je pourrais espérer que les filles vivent avec moi semaine après semaine si je vis dans leur zone scolaire ou peut-être en alternance les jours. Tout cela est tellement déprimant. J'ai dit à l'avocat que je confessais avoir trompé à Miami et je leur ai demandé d'accélérer le processus. Je n'ai pas besoin d'argent de David. Il est évident qu'il ne veut pas d'argent de moi non plus. Les économies devraient être divisées 50-50 sans bruit ni complication. Tant d'années gâchées, et tout ce qu'il me reste, ce sont des souvenirs. Mais j'ai mieux fait que Connor, car j'ai réalisé que je n'avais pas pitié de lui. Je sais que je ne suis pas moins à blâmer, mais il a aussi sa part de responsabilité. Il n'avait pas à devenir intime avec moi. Il aurait pu avoir n'importe qui. Pourquoi moi? Je ne le saurai jamais. Le docteur Foster a suggéré que mon comportement dansant, ouvert, et mon incapacité totale à cacher mon infidélité pourraient signifier que je voulais commencer une nouvelle vie plus excitante, mais je crois que ce n'est pas vrai. Elle a dit, David pensait que je voulais être prise et ensuite être libre. Eh bien, maintenant je suis libre et je déteste ça. Je n'ai pas d'appétit pour l'intimité. Je ne vais pas dans les bars. J'ai refusé Brian plusieurs fois et je ne me sens même pas tenté. Mais ce serait si simple que je me demande combien de temps cet état durera. David, aujourd'hui le divorce a eu lieu. J'ai obtenu la garde principale des jumelles qui vivront dans la même maison comme toujours. Sarah les aura un week-end sur 2 semaines en été et à Thanksgiving ou à Noël. Je pense qu'elles auront 2 célébrations pour chaque fête à Noël, peut-être plus. Le règlement final était le même que ce que nous faisions depuis 6 mois. Sarah avait pris un appartement à environ 2 miles de là à Richardson, j'ai dit à Robert et Patricia qu'ils pouvaient venir quand ils voulaient, et ils le font souvent. Je suis sûr qu'ils voient les filles chez Sarah le week-end. Je ne suis pas sorti en rendez-vous. J'ai quelques connaissances, plusieurs femmes divorcées qui faisaient partie de notre cercle d'amis. Avec 3 d'entre elles, je suis allé dîner ou faire du bowling.
Nous avons passé du temps ensemble quand les enfants étaient ailleurs et nous avons eu des relations intimes. L'intimité était généralement très bonne pour nous tous, mais j'ai clairement fait savoir aux trois que mes expériences récentes m'avaient affecté et qu'il n'y aurait ni permanence ni exclusivité. Elles savent toutes ce qui s'est passé. Tout le monde dans notre communauté le sait, alors elles comprennent tout. Je pense toujours que deux d'entre elles croient qu'un jour je surmonterai ma lassitude. Je ne le pense pas. C'est un long chemin et il n'y a aucune raison de croire qu'il a un point final. La douleur que j'ai traversée. L'agonie pure d'imaginer Sarah avec cet homme ne me quittera jamais. À ce jour, quand j'y pense, c'est toujours aussi fort, bien que j'essaie de ne pas y penser. Les jumelles se sont adaptées. Grace est bonne avec Sarah, mais Emma n'est pas si facile. Elle garde rancune très longtemps et me ressemble beaucoup. C'est peut-être malheureux. Je n'en ai pas discuté avec Sarah, seulement avec Patricia. Sarah et moi ne parlons pas beaucoup. Elle sait que je ne veux pas lui parler. Moins je la vois, mieux c'est. La voir est très douloureux et doit être évité. Patricia dit qu'elle s'inquiète pour Sarah, qui est devenue une sorte de recluse. Je ne la vois pas souvent en ville, bien que nous vivions dans la même communauté et non loin l'un de l'autre. Je ne sympathise pas avec elle et ne le ferai très probablement jamais. Je n'ai jamais compris pourquoi elle a fait cela, et je crois qu'elle ne le comprend probablement pas non plus. Le mieux que je puisse faire est de l'attribuer à une coïncidence d'événements, des plus improbables. Son vague mécontentement, l'opportunité d'aller à Miami, et surtout, la rencontre avec Connor. Deux d'entre eux n'auraient probablement pas déclenché cela, mais les trois se sont produits ensemble, et le mariage a été ruiné. Point mort un an plus tard. Robert jouait au golf le samedi au TPC Four Seasons avec son quatuor habituel. Cependant, ce jour-là, l'un des membres du groupe fut remplacé par son vieil ami d'école. Cet ami était Fred Anderson, le mari de Madame Anderson et leur voisin. Ils se connaissaient depuis l'école. Fred était ingénieur électricien. En marchant depuis le 9e trou, ils eurent une conversation personnelle qu'ils n'avaient jamais eue auparavant. « Comment allez-vous ces jours-ci, Fred ?» Fred répondit. « Je vais bien. J'ai accepté de l'essayer moi-même. Je l'ai suivi depuis sa maison à Plano. Tout était comme tu l'avais dit. Il faisait toujours son jogging le samedi soir s'il était en ville. Et même après que sa carrière de diffuseur ait décollé, il voulait rester en forme. Je sympathisais avec toi. J'ai lu à ce sujet dans le Dallas Morning News. Je n'arrivais pas à croire qu'il ait trébuché dans la rue. C'était une si grande décision pour moi, mais elle a été acceptée si vite. Je l'ai simplement fait. S'il n'avait pas fait cela, je n'aurais peut-être pas pu aider. Ton klaxon l'a surpris, mais je suis sûr que tu as été choqué après ça. Je sais que je l'ai été. Cela a fonctionné non seulement parfaitement, mais encore plus que parfaitement. Merveilleux. C'est presque comme si Dieu était intervenu pour protéger David. J'ai été certainement choqué de le voir mourir. J'ai appelé le 911 et David était là. Pourquoi? J'ai pensé que si cela fonctionnait, il devrait le voir par lui-même comme une sorte de clôture. Il a dit plus tard qu'il se sentait soulagé. Je savais qu'il allait blesser ce type tôt ou tard. Il avait une arme avec lui alors. Je voulais que mes petites filles aient un père et une famille normaux. Je connaissais bien Sarah. Elle pourrait faire quelque chose de désespéré si David était arrêté et ce serait de sa faute. Mais méritait-il de mourir? Difficile à dire, mais David et les filles méritent certainement de vivre. Sarah aussi. Les deux vieux amis n'ont plus jamais parlé de ce sujet. Ils marchaient côte à côte sur le fairway, la silhouette de Dallas visible au loin.